Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de TV Agri pour ce débat interdit qui ne devrait absolument pas l'être parce qu'on va parler d'engrais, on va parler de carbone. Les engrais azotés permettent aujourd'hui à la moitié de la planète de se nourrir. Problème, ils émettent quand même beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Comment est-ce qu'on peut résoudre l'équation, continuer à nourrir les plantes en azote en faisant mieux pour l'atmosphère et pour le réchauffement climatique? On va en parler avec vous, Nicolas. Vous êtes le président de Yara, oui, Nicolas bonjour, Broutin. Emmanuel, Vous êtes le président de Yara France. Yara, donc c'est une entreprise norvégienne qui produit des engrais et qui développe depuis quelques années des solutions pour faire des engrais sans gaz. C'est-à-dire sans gaz à effet de serre à la production. Alors peut-être il faut nous rappeler comment est-ce qu'on fait des engrais à l'heure actuelle, à l'instant T, sans innovation. On utilise tout simplement du gaz. Oui, c'est-à-dire que la matière première nécessaire à la fabrication des engrais azotés, c'est l'ammoniac. Et pour fabriquer de l'ammoniac, on a besoin d'hydrogène. Cet hydrogène, aujourd'hui, on le prend dans le gaz naturel, qui en contient beaucoup. Mais on relâche du CO2, c'est-à-dire qu'une tonne d'ammoniac produite émet 2 tonnes de CO2 aujourd'hui dans ce processus utilisant du gaz naturel. Et c'est pour ça que les engrais sont assez critiqués pour la façon dont ils relâchent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors l'empreinte CO2 des engrais effectivement est liée notamment à l'utilisation de gaz naturel comme matière première. Alors, chez Yara, vous vous êtes dit il va falloir qu'on fasse autrement. On est dans une grande période de transition agricole. On ne peut pas se passer de nourriture des plantes, on ne peut pas se passer d'azote. Elles en ont besoin, hein, sinon elles ne grossissent pas correctement. C'est comme priver un humain de nourriture en quelque sorte. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour produire des engrais azotés sans avoir recours au gaz naturel? Eh bien en fait finalement ça revient à retourner à nos origines, puisqu'en réalité Norsk Hydro à l'époque a été créé, notre société a été créée en 1905 sur la base de l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire que l'hydrogène qu'on trouve aujourd'hui dans le gaz naturel, il y a une ressource qui est disponible qui s'appelle l'eau, H2O. Le H, ça veut dire hydrogène. Le H, c'est hydrogène, tout à fait. Et donc cet hydrogène, on peut le mobiliser par un procédé électrique qui s'appelle l'électrolyse. On va électrolyser la molécule d'eau pour séparer l'oxygène de l'hydrogène. Et cette électrolyse, lorsqu'elle a lieu avec une source électrique renouvelable, éolien, photovoltaïque, hydroélectrique en Norvège, eh bien on crée finalement un engrais décarboné, puisque l'ammoniac obtenu à partir de cet hydrogène vert est un engrais, va permettre de fabriquer des engrais décarbonés. C'est ce qu'on est venu présenter ici, puisque ces solutions sont accessibles, elles existent depuis très longtemps technologiquement. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de les développer grâce à une ressource électrique suffisante, renouvelable, pour produire ces engrais demain. En gros, il faut les mettre à l'échelle industrielle pour qu'elles puissent alimenter toutes les fermes de France et d'Europe. Exactement. Alors aujourd'hui, la ferme France utilise 2 millions de tonnes d'azote. Si on devait demain électrifier la production de ces 2 millions de tonnes d'azote, ça correspond à peu près à 2 centrales nucléaires. D'accord. Voilà, on ne les a pas sous la main on les à a pas tout de T. suite, mais on peut déjà faire des choses. On peut faire des choses avec du photovoltaïque. Donc on a notamment un projet sur notre usine du Havre qui s'appuie sur un électrolyseur qui sera sur des bases renouvelables. Il y a différents projets en France, donc on peut commencer à avancer. Ce qui est important, c'est que les solutions existent et donc on sait aujourd'hui décarboner des engrais. Nicolas Broutin, ces engrais décarbonés, Yara les teste déjà hors de France et ça marche bien et déjà à des ampleurs assez importantes. Oui, c'est-à-dire qu'on a 3 grands projets aujourd'hui dans le monde. Un projet en Australie sur photovoltaïque, un projet en Hollande, aux Pays-Bas, sur de l'éolien, et puis un projet en Norvège sur de l'hydroélectrique. En Norvège, en 2028, on aura transformé l'intégralité de notre usine. C'est-à-dire qu'on l'aura totalement électrifiée sur base d'électrolyse. Elle n'utilisera plus de gaz. Plus de ressources fossiles. Plus de ressources fossiles 2028. Et dans cette usine norvégienne, on a installé un pilote qui a été mis en place en février 2022 et qui va produire les premières tonnes d'engrais décarbonés sur le printemps 2023. Et il y a une coopérative suédoise qui s'appelle Lantmannen
qui va commercialiser des produits meuniers décarbonés dès cet été. Et alors pour la France, on en est où exactement techniquement et quand est-ce que ces engrais décarbonés vont pouvoir entrer vraiment en production et vraiment être utilisés concrètement? Alors sur la France, on a 2 cas de figure. On a notre usine du Havre qui produit de l'ammoniac à partir de gaz naturel et on aura décarboné l'usine du Havre de moitié à échéance 2030, donc on a besoin encore de quelques années. De moitié, ça veut dire vous allez utiliser une partie d'hydrogène obtenu par électrolyse? Il y a 2 projets en fait sur notre site du Havre. Il y a vraiment un projet vert qui va se baser sur de l'électrolyse de l'eau, mais on a aussi ce qu'on appelle la technique bleue. Alors on va rentrer un peu dans les couleurs, mais entrons dans les détails. On peut aussi décarboner à partir d'une source fossile si on réussit à capturer le CO2. Donc ce qu'on appelle l'hydrogène bleu ou l'ammoniac bleu dans notre cas de figure, c'est qu'on va utiliser une ressource fossile, on va bien craquer la molécule de méthane, mais le CO2 qui est émis lors du craquage de la molécule de méthane, on va réussir à le capturer, le liquéfier, et on peut le réinjecter, notamment en Europe, dans d'anciens puits pétroliers de la mer du Nord, et ça permet de décarboner de 50% l'activité. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même un premier pas. Une solution intermédiaire. Et c'est exactement une solution de transition en attendant d'avoir suffisamment de puissance électrique pour obtenir des produits verts. Donc ça, ce double projet concerne notre usine du Havre. Et il faut savoir que sur nos usines d'Ambès à Bordeaux et de Montoire de Bretagne à Saint-Nazaire, on importe l'ammoniac. Donc, dès que de l'ammoniac vert ou bleu est disponible, nous sommes en mesure de fabriquer des engrais décarbonés. Et ces produits commencent à être disponibles. Le premier bateau d'ammoniac bleu a été envoyé du Moyen-Orient il y a quelques semaines vers le Japon. Donc ces technologies commencent à se démocratiser, elles commencent à se commoditiser, c'est-à-dire que finalement oui, il y a un marché mondial. Il y a un marché mondial qui va se mettre en œuvre et donc ces technologies vont être disponibles, elles seront disponibles en France dans quelques mois. Et alors, qu'est-ce que ça nécessite comme investissement? Parce qu'on imagine que quand même transformer en profondeur une industrie qui utilisait des gaz fossiles pour la rendre plus verte, ça coûte quand même très cher. Oui, alors ça coûte extrêmement cher parce qu'on est obligé de revoir le processus de fabrication de l'usine. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quasiment reconstruire l'usine. Donc on parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Sur le cas de notre usine norvégienne, ce sont 300 millions d'euros qui ont été investis. Mais il faut aussi avoir une aide de l'État, une aide de l'Europe sur les réseaux électriques. C'est-à-dire qu'il faut aussi une puissance électrique disponible qui soit suffisamment forte, suffisamment régulière. Donc ce n'est pas des projets qui peuvent se faire à l'échelle d'un industriel seul. Dans le projet du Havre, nous sommes plusieurs industriels, ExxonMobil, Total, Borealis, et puis l'Air Liquide d'ailleurs aussi qui participe. Donc ça ne peut être qu'une action collective pour pouvoir aboutir au résultat. Est-ce que vous envisagez d'installer vos propres capacités de production électrique? Non, on l'a fait en Norvège parce qu'il y aura les Norvégiens, parce qu'on est bien sûr très proche de la source hydroélectrique, mais la mise à disposition de cette électricité ne pourra se faire que par le réseau, que dans des contrats et dans des associations entre plusieurs industriels, comme d'ailleurs le hub du Havre est prévu pour être un très grand hub électrolyse dans les années à venir. Et alors, quelle est l'écoute du monde agricole quand vous présentez ces projets qui donc arriveront à maturité dans quelques années? On a compris que ce n'était pas pour 2024, mais quelle est l'écoute du monde agricole? Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il se dit que voilà, c'est quand même un moyen pour lui d'accélérer un petit peu ces transitions vers une agriculture très bas carbone? Comment est-ce que vous êtes reçu? Alors en fait, c'est quelque chose de totalement nouveau pour nous, c'est-à-dire qu'on est contacté par l'agroalimentaire, donc les firmes de l'agroalimentaire qui identifient finalement que la charge carbone de leurs produits est intimement liée à la partie fertilisation. Ces sociétés nous contactent maintenant depuis plusieurs années. Alors au niveau de la meunerie, alors il se trouve que voilà, ces acteurs de l'agroalimentaire sont aussi souvent nos clients puisque ce sont aussi de grandes coopératives. Donc là, il y a quelque chose, il y a vraiment une dynamique nouvelle, c'est-à-dire que on se rend compte le lien entre engrais et production de nourriture. Et donc on a développé finalement un segment food chain au niveau de chez Yara qui permet de parler à ses interlocuteurs, de voir comment on peut organiser la décarbonation par type de famille de produits. Il y a un exemple, c'est notre collaboration avec le groupe Avril et Cepol. Alors on n'est pas sur de la producteur d'oléoprotéagineux. Voilà, alors moins sur la partie food pour le coup, on est vraiment sur la partie biocarburant, mais on a mis en place un calculateur CO2 qui est extrêmement efficient et on va bientôt pouvoir rentrer dans ce calculateur la partie décarbonation.
C'est vraiment tout ça est intéressant. On est vraiment au cœur de la transition agroécologique. Comment maintenant vous perçoit le reste du monde? Parce que les agriculteurs ont bien compris l'intérêt de décarboner les engrais. Les engrais ont quand même assez mauvaise presse dans une certaine partie de l'opinion publique. Est-ce que vous pensez que ça peut complètement changer la donne, de changer vos méthodes de production aussi radicalement? J'espère, c'est-à-dire qu'effectivement les engrais représentent 50% de la nourriture mondiale. Oui, on ne peut pas faire sans, on est bien d'accord, c'est pas un luxe. Non, c'est-à-dire que l'invention du procédé de fabrication de l'ammoniac par Haber-Bosch est reconnue comme une invention qui correspond à avoir sauvé à peu près 3 milliards de vies. Donc demain, se passer des engrais minéraux, c'est la moitié de la population mondiale qui n'a plus de nourriture. Donc ça veut dire qu'ils sont nécessaires, mais il faut trouver une solution pour mieux les utiliser. Donc je pense que ça reste une opportunité, mais il faut surtout pouvoir expliquer. Il y a beaucoup d'idées reçues, vous savez. Les ammonitrates qu'on fabrique dans nos usines, c'est une copie de ce que fait la nature. C'est-à-dire que de l'ammonium et du nitrate, ce sont des molécules qui existent à l'état naturel. Alors certes, on les copie avec une synthèse, ça engage de l'énergie, ça engage de la production, des émissions de CO2, mais on a les solutions pour réussir à décarboner, on a les solutions pour réussir à faire mieux. Donc nous, on porte vraiment cette idée que nous ne sommes pas, et l'agriculture en général, est beaucoup plus une solution qu'un problème. Et est-ce que ces techniques-là, à terme, pourront être aussi implantées dans les pays en développement qui ont aussi besoin de beaucoup d'engrais pour développer leur agriculture et qui, avec des sources d'énergie renouvelables assez disponibles, le soleil, pourraient bénéficier de ces technologies-là aussi? Oui, alors on a parlé de deux couleurs. On a vraiment parlé de l'ammoniac bleu. L'ammoniac bleu est en train de se développer très fort aux États-Unis. Alors, parce qu'ils ont du gaz pas cher, et ils ont en plus des technologies, ils ont des possibilités de stockage du carbone qui sont relativement plus simples qu'en Europe. Le vert sera énormément lié à l'éolien et au photovoltaïque. Et la zone du monde aujourd'hui qui se positionne comme le leader, c'est le Moyen-Orient. Et on peut effectivement imaginer de grands projets également en Afrique. Merci beaucoup Nicolas Broutin, c'était intéressant, c'est un dossier qu'on suivra parce qu'il est absolument crucial, le grand public le découvre. Des engrais sans carbone, c'est vraiment l'avenir. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Et je vous remercie d'avoir suivi ce point technique mais crucial sur TV Agri.